Hello à toute la communauté, bienvenue sur la chaîne, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve avec Franck Biro. Salut Franck, ça va? Salut, ça va? Bien, 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 merci. Toi aussi? Ouais, carrément, carrément. Donc aujourd'hui, on va voir des choses passionnantes, les constellations familiales. Alors tu sais, moi j'en ai jamais fait. Par contre, j'ai déjà fait du chamanisme. Et je vais t'inviter, Franck, déjà à nous présenter un petit peu ce que toi tu fais. Je sais que tu le fais aussi avec ta compagne Marilyn. Déjà, qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est ton métier, les constellations familiales chamaniques. Oui, 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 j'anime des stages de constellation familiale qui sont donc chamaniques maintenant, puis je fais aussi de la pratique individuelle, voilà, énergétique, la pratique chamanique et des constellations aussi individuelles. Enfin, tout ça étant maintenant mélangé, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a une pratique supplémentaire que j'apprends, elle s'ajoute d'une certaine manière à ce que je fais déjà. Voilà, et donc je fais aussi des stages, alors toutes sortes de stages qui sont des stages en rapport avec, ça peut être la musique, ça peut être le chamanisme, l'énergétique, voilà, enfin tout tourne autour de l'enseignement, on va dire. Voilà. Ok, génial. Donc, tu accompagnes des groupes en constellation familiale. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est du coup, je me déplace souvent un peu partout en France, Ouais. pas mal dans le sud de la France d'ailleurs, voilà. Et puis, voilà, j'accompagne, on va dire, les gens dans cette pratique que je trouve quand même assez révolutionnaire. Voilà. Ok. Alors, tu sais, moi, je suis formatrice d'EMOCA, c'est comme de l'EMDR, et on utilise les constellations familiales, on fait des rendus de valises. Ok. Est-ce que déjà, tu peux nous dire, toi, comment tu as découvert les constellations familiales dans ta vie? Oui, moi j'ai découvert les constellations familiales, c'était avant les années, début des années 2000. Mhm. Et puis, à l'époque, voilà, je participais à des stages, à des ateliers. J'ai eu la chance de voir travailler donc Bert Hellinger, qui est celui qui a inventé les constellations familiales. D'accord. Voilà, c'était vraiment un grand monsieur. Je me suis formé aussi avec sa femme, Marie-Sophie Hellinger. Ok. Donc, j'étais, on va dire, à la source des constellations. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était bien différent. Voilà, que de maintenant, parce que de toute façon, c'est vrai que Bert Hellinger, à partir du moment où il a développé les constellations familiales et que voilà, les années sont passées, il a rajouté beaucoup de choses, il a essayé certaines choses, rejetées même parfois, jusqu'à arriver à quelque chose de plus épuré en fait. Donc voilà, moi ça a été mon Hmm. parcours. Au début, j'étais juste simple participant, on va dire, et puis c'est vrai que les choses se sont goupillées de manière à ce que finalement ça se présente dans ma vie. Donc après, voilà, je me suis mis à animer les stages. Voilà. Ok, génial. Est-ce que tu peux, pour les personnes qui connaissent pas du tout, nous définir un petit peu les constellations familiales et aussi le chamanisme? Oui, alors, je pense qu'un petit historique de la méthode de Bert Hellinger s'impose. Mhm. Donc Bert Hellinger, il est allemand, et donc en fait, il a eu une histoire un peu particulière parce qu'il s'est retrouvé en fait à travailler en fait en tant que, euh, enfin, en Afrique du Sud, et il était une sorte de missionnaire. Je crois même d'ailleurs il était même prêtre. Enfin, en tout cas, il était chez les jésuites. Et Ouais. là-bas, il a eu l'occasion de voir travailler en fait certaines tribus, notamment les Zoulous. Et donc, en étant immergé dans cette culture-là, il a vu que, eh bien, chez les Zoulous, quand il y avait une problématique, c'était souvent qu'il y avait une problématique qui était ancestrale. Donc, il faisait des sortes de rituels en fait de pacification avec les ancêtres. Et lui, donc, il a vu en fait ces rituels de pacification avec les ancêtres, et il a vu en fait que ça apaisait eh bien, la tribu, donc un ensemble de systèmes. Et puis, finalement, il a arrêté sa prêtrise, il est rentré en Allemagne, il est devenu psychanalyste, en fait, et puis il a étudié pas mal de thérapies, en fait, de l'époque. Il y avait, je crois qu'il y avait la gestalt thérapie, je crois qu'il y avait la PNL, des choses comme ça, l'hypnose aussi, il me semble. Et comme c'était quelqu'un qui avait le sens, en fait, eh bien de la découverte, en fait, il s'est aperçu en fait que il y avait quelque chose qui était un petit peu absent de notre culture, c'était justement le transgénérationnel.
Donc un jour, il s'est rendu compte quand il faisait une séance avec quelqu'un qu'il y avait une personne en fait qui avait une problématique qui lui appartenait pas. Donc je crois qu'à l'époque, il a dû lui demander en fait en séance individuelle, bien qu'est-ce qui s'est passé dans ta famille, qu'est-ce qui s'est passé en fait, qui avait cette problématique que toi tu as. Et la personne lui a cité en fait le nom d'une personne en fait de sa famille. Et à ce moment-là, en fait, il s'est rendu compte que oui, il y avait des dynamiques qui étaient transgénérationnelles, c'est-à-dire des choses en fait dont on héritait. Et c'est vrai qu'avec la psychanalyse, en fait, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu mis de côté. Certes, il y avait certaines écoles, comme par exemple Jung, qui travaillaient sur les archétypes, mais on n'était pas tellement dans le transgénérationnel. Donc lui, il s'est mis à développer en fait cette méthode dans les années 80-90, on va dire, où il a fait ses premières constellations familiales. Alors voilà, il s'inspirait de pas mal de personnes, hein. Pas seulement les personnes que j'ai citées tout à l'heure, mais voilà, on va dire les thérapies familiales de l'époque. Et eh bien, en fait, en s'inspirant donc justement de ce qu'il avait vu chez les Zoulous, il s'est mis en fait à développer sa propre méthode, qui s'est mise en fait à être bien, à se développer partout à travers le monde. Voilà, il écrit énormément de bouquins. Alors je sais plus si c'est 115 ou 120 bouquins. Il y en a beaucoup qui sont en allemand, il y en a qui sont aussi en français. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait un esprit extrêmement aiguisé. D'ailleurs, moi, je me souviens que sa femme, en fait, Marie-Sophie, elle nous disait, quand elle nous formait, elle nous disait c'est un maître du discernement, Bert Hellinger. Et c'est vrai. C'est un maître du discernement dans le sens où, si tu veux, quand il y avait des constellations, en fait, le principe des constellations, c'est qu'il y a une personne qui fait sa constellation familiale, je vais l'expliquer tout à l'heure, et puis en fait, à l'époque, lui, il était assis donc face au public, il y avait toujours en fait la personne qui venait s'asseoir à côté de lui, puis j'allais dire, il creusait, etc., puis il se laissait inspirer par ce qui venait en lui, et c'est vrai qu'il avait un peu, moi j'ai trouvé, à l'époque, quand je l'ai vu travailler, il avait cette forme de sagesse, en fait, un peu comme ce qu'on pourrait dire de la sagesse du roi Salomon dans la Bible, c'est-à-dire savoir ce qui est possible de ce qui n'est pas. D'ailleurs, c'était une de ses définitions de la sagesse. Et c'était vraiment ça. Il était tranchant comme le glaive. Voilà. Après, il a beaucoup émis de certains principes, en fait, que certaines personnes ont vu comme des choses peut-être un peu, parfois peut-être un peu rigide, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a vraiment mis en évidence en fait les dynamiques cachées en fait des systèmes familiaux, l'inconscient collectif familial dans les systèmes familiaux. Donc, Bert Hellinger, il en est arrivé donc à développer cette méthode en fait des constellations familiales. Et c'est quoi les constellations familiales ? C'est une pratique en fait qu'on peut faire en groupe, qu'on peut faire en individuel. Et c'est vrai que je vais expliquer comment ça se passe en groupe, c'est plus facile pour comprendre. Il y a une sorte de champ d'énergie collective familiale. Okay. Tout à l'heure, je pourrais te parler pourquoi est-ce que ce champ collectif familial existe, en tout cas les hypothèses autour de ce champ collectif familial. Donc il y a un champ d'énergie collective familiale qui fait que tout ce qui s'est passé dans les générations précédentes et qui n'a pas été résolu, en fait, est comme conservé dans ce champ, comme une mémoire, et ça va avoir pour conséquence en fait d'impacter les descendants. Donc à chaque fois qu'il y a une mémoire difficile, une mémoire toxique, et souvent ce sont les mêmes choses qui vont revenir, c'est-à-dire ça peut être les deuils non faits, les personnes qui sont mortes à la guerre, ça va être des violences, des abus, ça peut être aussi des choses qui peuvent impacter aussi l'héritage, voilà. Bref, tous les domaines en fait de la vie. Et donc quand il y a quelque chose en fait qui n'a pas été résolu, eh bien, ça va colorer en fait le système, et il va y avoir en fait un descendant qui, à son insu, va se mettre à se connecter en fait à la mémoire, au destin en fait d'un de ses ancêtres, et qui va porter en fait malgré lui cette problématique, cette dynamique-là. Alors, comment c'est possible ? C'est possible parce qu'une des théories, c'est celle du biologiste qui s'appelle Rupert Sheldrake, qui est en fait quelqu'un qui a émis l'hypothèse en fait qu'il y avait comme des champs, il appelle ça les champs morphogénétiques ou les champs morphiques, qui seraient en fait des champs qui façonneraient tous les éléments du vivant. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il s'est passé quelque chose, en fait, dans la mémoire collective, il y a encore l'information qui est disponible. Donc, il va y avoir un champ pour les humains, il va y avoir un champ, par exemple, pour les animaux, hein, ça peut être une espèce d'animaux, par exemple, ça peut être les tigres, ça peut être les singes. Voilà. Par exemple, il y avait une théorie qui était celle
du centième singe, je crois. Peut-être que, je ne sais pas si tu la connais, mais c'est quelque chose qu'on peut peut-être expliquer parce qu'elle est intéressante pour comprendre comment ça marche. Donc, ils avaient donné, en fait, Vas-y, vas-y. à une espèce de singe, en fait, je crois que c'était de la nourriture, il me semble que c'était des pommes de terre, sur une île. Et donc, les singes s'étaient mis au bout d'un moment, en fait, à laver les pommes de terre qui avaient été mises dans le sable, en fait, à les laver dans l'eau. Et donc, ils avaient tous répété ce comportement. Ça leur avait pris un certain temps, en fait. Et en faisant la même chose à une espèce, en fait, de singe sur une île, en fait, voisine, eh bien, ils se sont aperçus que, une fois que le comportement, en fait, avait été répété dans la première île, eh bien, en fait, dans la deuxième île, les singes, en fait, ils mettaient beaucoup moins de temps avant de faire, sans qu'on leur dise exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils se mettaient à laver les pommes de terre. Et donc ça, Rupert Sheldrake, il s'est un peu appuyé là-dessus pour montrer que justement, quand il y a un comportement qui est répété suffisamment longtemps, eh bien, il va influer en fait le champ d'énergie, le champ collectif familial. Si tu veux, c'est un peu comme si, par exemple, quand on dit, bah, tiens, c'est dans l'air du temps. Pourquoi c'est dans l'air du temps? Bah, parce que justement, il peut y avoir un truc qui se passe en Australie, c'est répété, et puis comme on est tous la même espèce, et ben, en France, par exemple, il peut y avoir le même comportement qui va se mettre en fait à se développer sans qu'en fait on ait été en contact. Bon, même si maintenant, évidemment, on est tous en contact les uns avec les autres, notamment avec les réseaux sociaux, mais tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, l'information, elle se transmet. Donc, grâce à ces champs morphogénétiques. Alors, Berthelinger, lui, il a appelé ça le champ qui sait, c'est-à-dire que ce champ qui sait, il va garder les informations, il y a toutes sortes d'informations. Et donc, quand on fait des constellations familiales, ben, en fait, on va s'appuyer là-dessus, sur ce champ qui sait. Donc, on va faire ce qu'on appelle une constellation familiale. Alors, en groupe, ça marche de la manière suivante. Il va y avoir un groupe de personnes, une personne qui va choisir de faire sa constellation familiale. Elle va définir sa problématique, ou alors elle va bien se mettre à côté du constellateur familial, qui va un peu lui poser certaines questions qui sont souvent au départ protocolaires. Elle va choisir en fait dans la pièce, parmi les personnes qui sont participants, elle va choisir des personnes qui vont être des représentants en fait de sa famille. Alors ça peut se faire à 5, ça peut se faire à 10 personnes, ça peut se faire à 20, à 30. Par exemple, de donner une idée, dans les congrès moi où je suis allé voir Berthelinger, on était 400 ou 500 personnes. Alors, ce n'est pas 400 ou 500 constellations qui vont être faites. Hein. Lui, il travaillait de la manière suivante, il prenait un groupe de personnes, il les mettait en fait dans l'espace de la scène, il y avait peut-être 15 personnes par exemple, et il travaillait pendant 2-3 jours sur ces personnes-là, avec ces personnes-là en faisant des constellations familiales en fait, et en présentant la méthode, en expliquant comment ça marchait. Et donc, toutes les personnes qui étaient dans la salle, ben, en fait, suivaient son enseignement, regardaient comment la méthode fonctionnait. Et donc, en fait, comme je disais, on peut faire des constellations à très peu de personnes, même en individuel. Alors, je reviens à mon explication de tout à l'heure, qui concernait le fait que, ben voilà, quand on est, par exemple, dans un petit groupe, comment va se passer la constellation familiale. Donc, on va exposer sa problématique au constellateur, ou pas, en général, on l'expose. On peut ne pas l'exposer, ne pas la dire? Oui, on peut ne pas la dire. Alors, il y en a qui ont défini ça en disant, ils appellent ça des constellations faites à l'aveugle. Okay. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, pour les personnes qui font ça, en général, c'est des gens qui sont thérapeutes, c'est des gens qui sont quand même qui ont une bonne guidance, c'est-à-dire qu'ils sont capables de lire les informations, parfois des corps subtils de la personne, parfois d'autres du champ systémique familial. C'est des gens qui ont croisé beaucoup de méthodes, donc ils ont déjà beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Donc on n'est pas obligé de le dire. Moi, parfois, en rigolant, je dis aux gens, vous n'êtes pas obligé de me trouver une problématique. Si vous voulez que je vous en trouve une, je vais le faire. C'est un peu pour détendre l'atmosphère, mais c'est pour dire qu'en fait, parfois, les constellations, en fait, on prévoit de faire quelque chose, et puis en fait, finalement, bah, c'est pas du tout ce à quoi on va s'attendre. C'est même, j'allais dire, c'est même normal, parce que d'une certaine manière, si on s'y attendait, on n'aurait pas besoin du constellateur familial, de l'animateur du stage, en fait. Ok. Donc, quand tu fais ta constellation familiale, on va dire qu'en général, tu viens parce que tu as une problématique qui est là. Ça peut être une problématique personnelle, ça peut être une problématique transgénérationnelle, c'est-à-dire qui se répète en fait donc de génération en génération. Ça peut être une problématique qui est relationnelle, ça peut être une problématique qui est professionnelle, ça peut être aussi quelque chose, parce que maintenant on va de plus en plus loin dans les constellations familiales, qui va toucher ce qu'on appelle le karmique, voir d'autres plans, d'autres dimensions. C'est là où tout à l'heure on pourra faire le lien notamment avec ce qu'on voit dans le chamanisme.
Donc, on va dire que maintenant, les constellations familiales, elles permettent en fait d'avoir accès à tout un tas de plans, tout un tas d'informations et de traiter une problématique au sens large. C'est-à-dire qu'au final, c'est pas forcément transgénérationnel. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que les choses se passent voilà, dans mes stages. Et par contre, on va dire que le support, c'est toujours le même. C'est-à-dire, c'est le fait de pouvoir utiliser des personnes qui vont être dans la salle, qui vont être les représentants, soit d'une personne, soit d'un concept, soit d'une problématique, soit de plein d'autres choses. Donc, mettons qu'en fait, on va y faire une constellation qui est classique. Alors, la constellation qui est classique, ça va marcher de la manière suivante. Une fois qu'on a exposé sa problématique, donc au départ, je disais qu'il y avait des phrases qui étaient protocolaires. Après, le constellateur familial, en général, il va sentir soit à l'intérieur de lui, soit il va tester de manière énergétique pour voir éventuellement où va l'énergie. Est-ce que ça va sur l'arrière-grand-père? Est-ce que ça va sur le grand-père? Est-ce que ça va du côté de la lignée du père? Est-ce que ça va du côté de la lignée de la mère? Voilà, tout ça, on l'apprend effectivement en ayant un peu d'expérience. C'est un peu comme les gens qui vont tester en fait au pendule, si tu veux. D'ailleurs, il y a des gens qui font des constellations qui vont tester par la kinésiologie. C'est-à-dire que tu vas tester en kinésiologie, tu vas tester des muscles et c'est le corps en fait qui va t'indiquer quelle est la mémoire du corps que tu peux traiter et quelle est l'information. Toi, Franck, comment tu fais pour tester ça, pour savoir si ça vient de la lignée du grand-père, etc. Moi, j'entends dans ma tête, en fait. Je vais entendre un truc dans ma tête, je vais voir, je vais entendre par exemple le grand-père, je vais voir une image qui va arriver. Donc, par exemple, je peux suivre en fait dans ma tête le grand-père qui va m'apparaître, si tu veux, et puis il peut aller peut-être, par exemple, je vais avoir une image, par exemple, ça peut être d'un tombeau, et je vais voir en fait qu'il ouvre le tombeau, puis qu'il y a par exemple un enfant dedans. Je questionne en fait la personne, et en général, en fait, c'est ça qui se passe. Et ça, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle la guidance. La guidance, c'est avoir des informations. Bon, bien sûr, il faut se renseigner. Ça ne veut pas dire que comment dire, c'est toujours juste. Encore que. Et puis, en fait, je vais tester aussi. C'est-à-dire que je vais tester de manière énergétique, notamment avec ce qu'on appelle les valeurs énergétiques. Les valeurs énergétiques, c'est le fait, en fait, quand tu fais de l'énergétique, tu peux tester n'importe quoi. Exactement comme voilà, comme si tu testais, si tu veux, avec un pendule, sauf que tu vas le tester en fait à l'intérieur de toi. Alors, soit tu vas le ressentir de manière énergétique, tu peux te donner soit tu vas le tester avec des valeurs, par exemple, tu dis, ben voilà, moi de 0 à 20, je m'établis une échelle de 0 à 20 et je me dis, par exemple, tiens, à combien va vibrer telle ou telle chose. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un lieu, ça peut être l'effet d'une pratique, ça peut être n'importe quoi. Tu peux le faire sur n'importe quoi. Donc, tu vas entendre une valeur énergétique. Plus tu le fais, voilà, en général, ce que tu fais, c'est que quand tu fais ça, tu vas t'entraîner avec des personnes autour de toi et assez rapidement, les personnes se mettent à entendre les mêmes chiffres, en fait. Comme si vraiment, tu vois, tu te dis, bon, voilà, tu rentres dans un lieu, les lieux, ils ont une valeur, en fait, vibratoire énergétique, et puis tu peux entendre la même valeur énergétique. Ça, c'est une des méthodes. L'autre méthode, c'est que moi, par exemple, je vais regarder aussi, comme je te l'ai dit, il va y avoir des choses, des informations qui vont me venir auditives, visuelles. Je peux aussi regarder autour de moi en me disant, voilà, sur la droite, c'est la lignée du père, sur la gauche, c'est la lignée de la mère. Où va l'énergie? Il suffit d'écouter ton corps. Et là, pof, à un moment donné, peut-être que tu vas aller tu sens que ton corps, même si tu ne te lèves pas, en fait, tu vas regarder, par exemple, sur la droite. Tu sens que... Et ces dons-là, Franck, ces dons-là, tu les as depuis longtemps? Oui, mais en fait, c'est pas... Comment dire? C'est pas très dur. C'est-à-dire que... comme je te disais, moi, j'enseigne en fait aux gens. Et j'enseigne aux gens à leur montrer justement ça, que c'est des choses qui sont en fait à l'intérieur d'eux. Donc, tu vois, quand on le dit comme ça, on a l'impression que c'est extraordinaire. Mais en fait, de mon point de vue, non. C'est vraiment tout le monde a ça à l'intérieur de soi. Tu vois, c'est comme si tu disais, moi j'ai du magnétisme. Oui, mais en fait, tout le monde en a. Sauf, oui, il y a des gens qui peut-être ont plus de vitalité, donc tu vas plus sentir mais par contre, si tu t'entraînes, tu vas l'avoir. Si, par exemple, si tu t'entraînes à l'énergétique, tu vas l'avoir. Si tu t'entraînes à faire les valeurs énergétiques, tu vas y arriver. Si tu t'entraînes à faire, en fait, n'importe quoi. Si tu t'entraînes à faire des voyages chamaniques, tu vas y arriver. Sauf qu'il va falloir, en fait, savoir quel est ton fonctionnement. Est-ce que tu es une personne qui est plus auditive? Est-ce que tu es une personne qui est plus visuelle? Est-ce que tu es une personne qui est kinesthésique? Tu vois, tout ça, en fait, va être différent.
Par exemple, si tu apprends aux gens à faire un voyage chamanique, il y a des gens qui vont être kinesthésiques et ils vont avoir la sensation, en fait, qu'ils ne voient pas. Tu vois, donc ça les gêne un peu parce qu'ils se disent, bon, bah, j'apprends à faire un voyage chamanique. Le voyage chamanique, c'est le voyage exploratoire, si tu veux, de la conscience. Enfin, il y a plusieurs niveaux. Et ben, il y a des gens qui vont voir ou entendre les choses qui sont facilement. Il y en a d'autres qui vont les ressentir plus facilement. Et d'ailleurs, en général, les personnes qui ressentent plus facilement, elles ne voient pas forcément bien, en tout cas au début. Et l'inverse aussi est vrai. Mais par contre, tout a des avantages. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à décoder notre fonctionnement. Donc, si tu es une personne qui est kinesthésique, il va falloir t'apprendre en fait, tu vois, à décoder ce que veut dire, quelle est l'information en fait qui transite dans ton corps. Okay. Donc là, moi, je t'ai donné des exemples, tu vois, en te disant, par exemple, moi, ce que je te dis là, même en testant, ça m'arrive de le faire aux gens, tu vois, dans les constellations familiales, je leur dis, ben, tu veux aller à droite ou tu veux aller à gauche. Et dans ma tête, j'ai dit, ben voilà, à droite, c'est la lignée du père, à gauche, c'est la lignée de la mère. Je peux le faire à 10 personnes. Si c'est à droite que la personne, elle doit aller, les 10 personnes, elles vont aller à droite. Tu vois, c'est pas compliqué, faut juste le savoir, tu vois. Mais okay. C'est la même chose que si tu veux de tester, que les gens qui font de la kinésiologie, s'il y a des kinésiologues, ils le savent, tu vas tester les muscles. Tu vois, alors tu peux tester en appuyant sur le bras. Quand tu mets ton bras, par exemple, relevé, tu vas appuyer sur le bras, tu vas tester le deltoïde. Et puis, tu peux le faire aussi en faisant comme ça. Il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Enfin, il y a plein de manières de faire, si tu veux. Ouais. Et c'est vrai que c'est pratique, si tu veux. Donc, au fur et à mesure, ce que je peux te dire, c'est que plus tu es habitué à le faire, plus les informations elles viennent vite. C'est-à-dire que parfois, il faut décrypter les informations. Par exemple, moi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce qui m'apparaît comme ça, j'ai appris avec le temps que quand je voyais, par exemple, montrer l'image intérieurement d'un tombeau, je savais qu'il y avait un mort qui était pas forcément, qui avait été oublié, par exemple, qui n'était pas reconnu. Donc, ça, si tu veux, ça va aider. Ou après, tu peux voir, tu vois. Mais tu vois, j'en ai plein des exemples comme ça. Par exemple, tu fais un voyage chamanique et tu vois dans ton voyage chamanique, par exemple, moi, je me souviens de ça, la personne, elle avait collé en fait sur elle, dans la constellation, elle avait je la voyais dans la vision, je voyais comme un enfant en fait qui était collé, qui avait à peu près 2 ans en fait. Et quand tu fais un voyage chamanique, y compris dans la constellation familiale, bah, tu vas, si tu veux, tu vas faire ton travail. C'est-à-dire que si tu vois l'âme d'un mort comme ça, bah, tu vas aider l'âme de ce mort. Chose que tu fais pas comme ça, en fait, dans une constellation classique, normalement. Ok. Bon, moi, je vois ça, donc je fais mon petit travail, etc., avec ce mort, et puis j'entends qu'effectivement, c'était son oncle, en fait. Et, parce que je l'entends, il me dit. Et donc, là, voilà, je fais mon truc, etc., je vois que l'âme, elle part ailleurs, et donc, la personne, après, je le raconte, etc., elle me dit, bah oui, c'était donc elle me dit, bah, c'est le frère de mon père qui est mort, en fait, à 2 ans. Donc, tu as des informations qui peuvent être, si tu veux, très précises. Et okay. C'est vrai qu'il y a voilà. Donc, quand tu es habitué à ça, au fur et à mesure, tu affines en fait ton discernement, tu affines ta compréhension et tu apprends aussi à connaître et à comprendre les signes. Parce que parfois, c'est pas forcément auditif. Hein. Parfois, ça peut être quelque chose qu'on va te montrer. Okay. Comment tu fais la différence, toi, Franck, entre ça, c'est vraiment quelque chose de vrai, elle te l'a confirmé, et quelque chose qui te passe par le mental et en fait, c'est faux? Déjà, quand tu fais une constellation familiale, quand tu sens qu'une personne elle est dans le mental, tout le monde le sent dans la pièce. Okay. L'énergie, elle se dissipe. L'énergie n'est pas focus. Tu sens. Donc, tu vas le sentir. Après, moi, je suis une personne qui est énergétique. Donc, je ressens les trucs. Tu vois, au départ, j'avais beaucoup de tremblements. Et quand je me suis formé en fait au chamanisme, d'ailleurs, la chamane elle me disait non, tu dois vraiment être en fait entre deux réalités. Et j'ai appris avec le temps à être moins, si tu veux, à moins avoir de secousses, on va dire, dans la transe chamanique. En fait. Mais okay, ça dépend de la transe dans laquelle tu vas rentrer. Donc moi, ça se passe comme ça pour moi parce que je suis énergétique. Après, c'est vrai que le fait, par exemple, voilà, comme je te disais, quand nous, on est deux, par exemple, là, tout à l'heure, tu parlais de Marilyn, si tu veux, on a tellement l'habitude que, voilà, en général, on va entendre la même information. En général, si on peut trouver confirmation auprès de l'autre. Et puis, de toute façon, à un moment donné,
c'est énergétique. Tu places la personne, s'il n'y a pas de bébé qui a été mort dans la lignée, la personne, elle va dire, je sens rien du tout. Tu vois. Ouais. Donc Parce toi, que, tu n'es jamais dans le mental alors? comment? Tu n'es jamais toi dans le mental? Plus tu le fais, moins tu es dans ton mental. En fait, il se passe quelque Ok. chose où à un moment donné, tu es vraiment connecté à ce champ d'information. En fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde en fait le sent. C'est-à-dire que quand tu fais une constellation familiale, je veux dire, à la limite, si tu te plantes, les autres, ils vont le voir, ils vont le sentir. Donc, tu vois, je veux dire, tout le monde peut, même à la limite, pourrait corriger le truc. Bon, évidemment, toi, en tant que constellateur, tu as plus l'habitude et tu vas avoir les informations qui vont aller de plus en plus vite. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Mais tu vois, il n'y a pas ou alors, si tu considères que c'est du mental, c'est un supramental, tu vois, ou supermental, ou je sais pas comment on pourrait dire ça. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, comme disait Sri Aurobindo, là, je sais pas comment il parlait du mental supérieur. Enfin bref, ouais, c'est vraiment. Ce qui est intéressant, c'est que tu vas sentir en fait les choses de manière énergétique. Et donc tout à l'heure, je t'expliquais comment. J'avais commencé à t'expliquer comment fonctionnait en fait la constellation. Donc la personne, elle va choisir des représentants, des personnes dans la salle qui vont être les représentants en fonction de ce que tu lui dis ou pas, par rapport à la dynamique. Par exemple, tu peux lui dire, voilà, moi je prends souvent cet exemple, tu dis, par exemple, voilà, moi je souffre d'abandon, mais en fait, j'ai pas été abandonné. Bon, ok, tu questionnes un peu la personne ou tu entends une information dans ta tête, parce que parfois c'est un peu brouillé, donc c'est pas toujours non plus, tu vois, c'est pas comme si tu regardais Internet et que tu tapais une information, tu vois, voilà, il faut être aussi modeste. Donc voilà, et puis il faut chercher aussi, ça c'est aussi un truc, c'est-à-dire que la première impulsion n'est pas forcément celle à laquelle il faut s'abandonner. Ça on le voit dans la constellation, mais y compris dans sa guidance. On peut, dans l'invisible, parfois il peut y avoir une sorte de présence qui peut chercher un peu à brouiller en fait la constellation. Peut-être qu'on y reviendra, mais voilà, c'est aussi une réalité. Donc la personne en fait, elle va prendre des gens, comme je le disais, qui vont être des représentants. Et puis la manière dont ça se passait au début, c'est qu'en fait Bert Hellinger, il disait, voilà, tu te mets derrière la personne, tu la prends par les épaules, et intuitivement, tu vas positionner la personne là où tu sens qu'elle va être dans l'espace. Voilà. Et donc la personne, elle prenait la personne par les épaules, elle l'emmenait doucement, puis lorsqu'elle sentait que son corps s'arrêtait, elle la positionnait là. Elle prenait une autre personne. Alors, par exemple, on va reprendre l'exemple de la mémoire d'abandon. Tu lui dis, tu prends une personne qui te représente toi, tu la positionnes dans l'espace. Tu prends par exemple une personne qui représente par exemple, on va dire ta grand-mère, mettons, parce que mettons que ce soit la grand-mère en fait qui était abandonnée. Tu vois, tu vas sentir qu'en fait il y a une problématique qui est qui est là. Tu positionnes ta grand-mère, par exemple, dans l'espace. Intuitivement, voilà, par rapport à ce que tu sens. Ensuite, tu vas prendre, par exemple, la personne qui l'a abandonnée, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère, et puis, par exemple, la personne, ta mère. Ça fait 4 personnes, par exemple, dans la lignée des femmes. Tu positionnes, en fait, les personnes les unes par rapport aux autres, et les personnes, automatiquement, elles vont se mettre à ressentir des choses. Elles vont sentir des choses qui sont kinesthésiques, c'est-à-dire elles vont sentir des choses dans leur corps. Ça peut être une douleur dans le ventre, ça peut être une douleur dans le bras. Elles vont avoir des sensations physiques. Donc, elles vont avoir des émotions, de la tristesse, de la colère. Elles vont avoir des pensées qui peuvent les traverser. Elles peuvent avoir des informations, exactement comme moi, je te disais, je vais avoir des informations. Elles, quand elles sont connectées à la personne, elles vont avoir des informations. Si la personne, elle est bien connectée, elle est bien branchée, elle va te dire des trucs parfois même incroyables, que toi, tu n'as pas forcément vu. Mais alors là, Franck, comment c'est possible que, tu vois, ces gens qui ne connaissent pas la famille de cette personne, ils vont vivre vraiment en étant le père, la mère, le frère? Je ne comprends pas, en fait. Énergétiquement. Justement, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'au stade où on en est, la théorie, c'est celle des champs morphogénétiques, en fait. Donc, la personne, elle va se connecter à travers ce champ, elle va se connecter à n'importe qui ou n'importe quoi, au grand-père, à la grand-mère, et tout le monde peut le faire. C'est-à-dire que même toi, tu vois, avec un peu d'habitude, je ne sais pas comment tu travailles, mais ça se fait. Et plus ça va, plus ça se fait vite. C'est-à-dire que moi, entre ce que j'observe maintenant et il y a peut-être 20 ans, si tu veux, en arrière, on a fait un bond. Et même, je dirais, même ces 5 dernières années. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture de conscience maintenant, ça part dans tous les sens. Tout se croise, les méthodes se croisent, la connexion des gens se croise. Il y a des gens qui, tu vois, les enfants de plus en plus tôt, ils vont être connectés, même parfois à des présences. Oui, carrément. Alors, moi, je fais un truc, tu vas me dire si c'est ça. C'est en démoca, en thérapie démoca, en séance par vidéo. Donc, la personne, je l'aide à rendre des valises à quelqu'un. Donc, j'écoute beaucoup ce qui se passe, j'essaie de sentir et ensuite, je vais être la personne à qui elle a rendu les valises et je vais lui répondre en disant
excuse-moi pour tout le mal que je t'ai fait, blabla. Et donc, en fait, est-ce que c'est ça? Et en fait, je deviens cette personne parce que Oui, le client me dit, c'est incroyable, Annelise, on dirait que c'est mon père, on dirait. voilà. Et tu le sens dans ton corps. Ouais. Et les phrases te viennent. Oui. Et tu vois, et ben c'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis qu'en fait, en soi, on a l'impression que c'est extraordinaire. À la fois, oui et non. C'est comme, tu veux, tout le monde a des prédispositions. Tu vois, moi, je suis musicien. Tout le monde n'est pas Mozart, tout le monde n'est pas Jimi Hendrix, tout le monde n'est pas Paco de Lucia. Enfin, je veux dire, tu vois, de toute façon, t'arrives à rien sans travail. Mais si tu bosses, tu vas y arriver. Par contre, enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas la peine d'aller dans le truc dans lequel t'es pas doué. Enfin, je veux dire, si t'es vraiment pas doué, t'es complètement arythmique. Effectivement, peut-être que aller faire des percussions, c'est peut-être un peu gênant, tu vois. Oui, La batterie, parce que tu risques vraiment de galérer par rapport à quelqu'un qui, tu vois, qui a ces prédispositions-là. Mais bon, peut-être que tu vas sentir quelque chose par le chant, tu vois. Peut-être que tu vois, ou sur un instrument, ce sera peut-être plus facile pour toi. Bref. Ou alors, tu n'es vraiment pas fait pour l'art. Ça arrive aussi. Mais je veux dire, c'est qu'enfin, tu vois, en s'entraînant, en utilisant les bonnes méthodes, on arrive à tout. Et quand tu fais en fait ta constellation, bah là, tu fais une sorte de constellation en individuel. Tout à l'heure, je pourrais te parler des possibilités, mais qui sont multiples en fait de faire des constellations individuelles. En tout cas, pour la constellation familiale collective, telle que je te l'ai décrite tout à l'heure, avec cette histoire d'abandon, bah, tu vas. Donc au départ, les constellations, ça marchait comme ça. Tu dis, ben voilà. Tu guidais la constellation. C'est-à-dire que tu prenais la personne, par exemple la fille, la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Et tu les guidais, tu disais, bah, par exemple, la grand-mère, elle va dire une phrase, tu vois, sa mère qui l'a abandonnée. Voilà. Et après, tu la positionnais en fait ailleurs. Et à chaque fois en fait que tu positionnais la personne, eh ben, ça faisait avancer la constellation. Et à chaque fois que tu faisais bouger la personne et à chaque fois que tu lui faisais dire quelque chose, eh ben, la personne, si tu veux, elle ressentait des choses, mais tout le système en fait qui était mis en place dans la constellation, c'est-à-dire les autres représentants, ressentaient aussi ça. Et ils ressentaient cette transformation. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, tu vois, la petite fille qui est connectée à la mémoire, à la grand-mère, en fait, et donc à la mémoire d'abandon, tu vois, elle sent un sentiment de colère ou de tristesse. Eh bien, si par exemple la grand-mère, elle commence à s'apaiser parce qu'elle commence à renoncer à quelque chose et que tout d'un coup, il y avait peut-être une forme de colère par rapport à sa propre mère et qu'elle atteint le sentiment qui est sous-jacent dessous, en fait, la colère, qui est la tristesse, parce que souvent, derrière la colère, en fait, il y a la tristesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'abandonner, en fait, au premier mouvement. Mais bon, voilà, quand tu sais qu'il y a plein d'émotions, tout comme il ne faut pas s'abandonner, en fait, aux émotions qui sont trop explosives. Souvent, tu vois, il faut que tu ramènes en fait la personne à quelque chose de plus modéré, parce que souvent l'émotion en fait la plus importante, elle va être là. Tu vas réussir à la capter là. Bon, ça c'était une parenthèse. Mais pour te dire que voilà, quand tu fais ça, c'est que bah, la grand-mère, elle va sentir que elle sait peut-être qu'il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à sa propre mère, et donc dans la constellation, si tu posais la question par exemple à la fille de lui dire bah maintenant comment tu te sens, alors qu'en fait tu l'as pas bougé de place par rapport à la grand-mère, elle va dire ah il y a un truc que je sens qui s'est apaisé. Et donc, si tu veux, en Allemagne, au départ, ça s'appelait les placements de famille, en fait, les constellations familiales, parce que c'est Berthellinger, je le rappelle, il est allemand. Donc, placement de famille, ça veut dire qu'en fait, tu positionnais les gens, et donc Berthellinger, il disait, voilà, à l'intérieur d'une constellation, il disait, bah, ça, c'est la première constellation. Ça, c'est la deuxième constellation, où il y avait les gens qui étaient positionnés ailleurs. Ça, c'est la troisième constellation. Et à la fin, par exemple, il disait, bah, je vais mettre en place la position, en fait, de résolution. Et par exemple, mettons dans ce cas-là, bah, il va peut-être tourner, par exemple, tu vas peut-être tourner en fait la grand-mère du côté de sa fille et du côté de sa petite fille, et tu vas tourner peut-être aussi dans l'autre sens l'arrière-grand-mère, parce que les cas d'abandon, c'est assez particulier. Tu vois, il y a une forme de renoncement qu'il faut faire ressentir en fait à la personne, surtout quand le parent n'est pas revenu et qu'il a réellement en fait abandonné. Le renoncement, ça veut dire que la personne lâche prise puis dit bah, j'accepte que c'est comme ça? Oui, Berthellinger, comme je te le disais, il a défini énormément en fait de dynamiques à force de faire des milliers de constellations. Et il te disait, ben, dans une psychose, il y a ça, dans une névrose, il y a ça, dans l'abandon, il y a ça, dans la boulimie, il y a ça, dans l'anorexie, il y a ça. C'est-à-dire qu'il voyait en fait qu'à chaque fois, c'était des dynamiques visuelles, parce que tu fais des constellations, donc tu les vois en fait, les gens se positionner, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas voir que dans tel cas, dans un cas de névrose, par exemple, le cas de névrose, souvent il disait que tiens, il avait observé que c'était un mouvement interrompu, tu vois, entre la mère et l'enfant. Donc si tu vois ça pendant 10 constellations familiales et tu dis en fait la personne elle est assez névrotique et qu'en fait tu vois il y a eu un mouvement interrompu. Le mouvement interrompu c'est quand en fait si tu veux ben il y a quelque chose qui s'est cassé en fait entre la mère et l'enfant. Donc le sentiment d'amour n'est pas allé en fait jusqu'au bout et donc l'enfant en souffre. Il va répéter en fait ça, cette compulsion, cette dynamique, y compris dans ses relations.
Bon, si tu fais pendant 10 personnes, sur 10 personnes et qu'à chaque fois, en fait, tu vas voir la dynamique qui se répète, comme lui, il était malin comme un singe, tu veux, bah, il s'est rendu compte que, tu vois, bouf, en fait, ce truc, ça se répétait. Mais évidemment, c'est pas gravé dans le marbre. Tu peux voir aussi autre chose qui apparaissent. Mais ça permet de bien dégrossir quand même l'affaire, tu vois. Ouais. Et donc, ça, c'était le début des constellations familiales. Donc, elles étaient donc assez guidées, en fait, les constellations familiales, comme je te disais. Et puis, comme lui, il a continué à faire évoluer la méthode, à un moment donné, il en est arrivé à ce qu'il a appelé les mouvements de l'âme et de l'esprit, qui était que, en fait, tu positionnes les gens dans l'espace et tu laisses, en fait, les gens se déplacer sans intervenir. Et donc, en évitant une seule chose, en évitant que les mouvements débouchent sur du vide. Alors, ça paraît simple comme ça, mais il faut quand même voir ce qui se passe dans l'intérieur. Enfin, il faut quand même voir ce qui se passe. Parce que moi, je te le disais tout à l'heure, voilà, avec l'expérience, ce que je sais, c'est que c'est comme si je voyais la constellation dans ma tête, si tu veux. Donc, si à un moment donné, il y a un mouvement qui débouche sur du vide, je vais expliquer ce que c'est. Pour le coup, ça va paralyser le truc. Pourquoi ? Parce que pour te dire, c'est ces mouvements de l'âme et de l'esprit. Les personnes, si tu leur dis, ben, vous mettez comme vous voulez, et tu peux prendre n'importe qui, à ce moment-là, dans la salle, tu peux dire, bah, toi, tu veux être le grand-père, la grand-mère, la tante, ce que tu veux, tu les mets dans l'espace, vous suivez les impulsions de vos mouvements. Et donc, il va y avoir des mouvements de résolution qui vont se faire tout seuls. Pourquoi ? Parce que les gens sont connectés à une conscience supérieure qui connaît, en fait, le chemin. Berthellinger, il disait ça. Il disait, en fait, cette conscience, il appelait ça la grande âme, en fait, elle connaît en fait le chemin de résolution. Donc, mettons, tu fais ça, tu laisses les personnes et les personnes, elles vont avancer en fait dans la pièce, dans la salle. Tout d'un coup, je sais pas, il y a le petit-fils qui va voir le grand-père, il se passe quelque chose. Après, il le laisse, il va voir son père, ou par exemple, il va voir un enfant mort, parce que par exemple, il y a un fils qui est, tu vois, de son père, donc un frère à lui qui est mort. Donc, il va y avoir des mouvements les uns par rapport aux autres, et tout le monde va sentir, en fait, ça qui est assez extraordinaire, en fait, qui va sentir, en fait, le mouvement de résolution. Okay. Sauf que, ce que je t'expliquais, c'est qu'il peut y avoir on dirait comme ça, oh, tiens, c'est simple. Oui, non, parce qu'en fait, il y a des mouvements qui bloquent, quand même. Donc, toi, si tu t'animes le truc, faut que tu t'en rendes compte. Par exemple, mettons, on prend le fils, par exemple, avec le père et son grand-père. Le fils, il est connecté au grand-père. Ok ? Parce que, par exemple, son grand-père, il est mort quand son propre père, ok, il avait peut-être, par exemple, 10 ans. Ok ? Donc, le père, il a grandi, puis à l'âge adulte, il a eu un enfant, donc le petit-fils, son fils. Et en fait, le petit-fils, tu vois, pof, il est connecté, en fait, au grand-père. Dans la constellation, dans les mouvements de l'âme, qu'est-ce qui risque de se passer ? Le petit-fils, il va aller se déplacer, en fait, non pas vers son père, mais vers son grand-père. Il peut rester comme ça, en fait, un moment. Donc ça te montre quoi, toi ? De manière visible, en fait, ça te montre que le petit-fils, en fait, il est connecté à son grand-père mort. Donc, en fait, il fait le deuil à la place de son père. Okay. Donc, toi, quand tu fais la constellation à ce moment-là, ou les mouvements de l'âme, l'esprit, si tu veux, qu'est-ce que tu fais ? Mettons que le petit-fils, il reste, mais il reste, on va dire n'importe quoi, mais il reste une demi-heure tu vois, face à son grand-père. Il peut rester comme ça, en fait, longtemps. C'est un mouvement qui débouche sur du vide, il est bloquant. Donc, toi, tu le recules, tu prends le père, tu l'emmènes, en fait, à côté devant le grand-père, et là, il y a un deuil qui va commencer à se faire. Et tu vois, et à ce moment-là, la constellation, elle va pouvoir, en fait, continuer. C'est un exemple, tu vois. C'est un exemple. Voilà. Donc, il faut comprendre qu'il y a deux formes de conscience dans les constellations familiales. Il y a une conscience qui est dite individuelle et il y a une conscience qui est collective. Et ça, pour comprendre les constellations familiales, c'est important. La conscience individuelle, en gros, c'est celle qui fait que tu vas te dire, je connais intuitivement les valeurs de ma famille et je sais ce qu'il faut que je fasse pour garder mon droit d'appartenance dans la famille. Donc, tu vas agir, en fait, conformément à ça. Si tu agis conformément à cette conscience individuelle, tu vas te sentir... c'est-à-dire si tu essaies de garder ce droit d'appartenance, tu vas te sentir innocent. Si tu en dévies, tu vas te sentir coupable. Ça, c'est la première forme de conscience. Et cette forme de conscience, elle exclut. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui agit mal, entre guillemets, dans la famille, il va comme, en fait, c'est comme si tout le monde, en fait, allait l'exclure, ok, de cette forme de conscience individuelle. Tu vas voir, c'est important. Et il y a une deuxième forme de conscience
qui est la conscience collective. Et ça, c'est justement ce que Berthellinger qui a découvert. Et cette conscience collective, elle te dit, en fait, tout le monde a le droit d'appartenir au système familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si la conscience individuelle, elle a exclu en fait une personne, tu vois, du système familial, parce que entre guillemets, il a mal agi, je sais pas, par exemple quelqu'un qui a été, j'en sais rien moi, qui a fait quelque chose de condamnable, par exemple, tu vois, qui a été infidèle, par exemple, tu vois, c'est moralement, tu vois, non accepté, si tu veux, par le système. Et ben, il va y avoir en fait une personne, une descendance, de la descendance qui va en fait se connecter en fait à cette personne-là, parce que il y a une conscience individuelle qui dit mais non, en fait, tout le monde a le droit d'appartenir en fait au système familial, parce que, disait Berthellinger, il disait le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Donc, si tu fais une constellation familiale, la première chose que tu fais, c'est que tu fais en fait une place dans ton cœur en fait aux exclus. Sauf, il y a une exception, si tu veux, qui fait que entre guillemets, tu ne réintègres pas. On pourrait dire deux, parce que les problématiques par rapport à l'abandon, c'est un truc particulier, mais c'est quand il y a eu des meurtriers. C'est-à-dire que si tu fais une constellation familiale, et s'il y a eu vraiment meurtrier, je ne te parle pas de quelqu'un qui a été à la guerre, je parle de quelqu'un qui était par exemple un meurtrier, et ben là, si tu essaies de l'introduire et de le réintégrer de manière visible dans la constellation familiale, ça ne va pas le faire. Il y aura toujours en fait un déséquilibre et tu vas sentir que tout le monde, toutes les personnes, les représentants, ils vont tous le sentir. Donc là, Berthellinger s'est aperçu que ça, en fait, c'était le seul cas où à un moment donné, toi, si tu es la constellation, bah, tu vas prendre la personne, il va falloir que tu la retires en fait du champ. Tu vois, c'est comme ça. Mais pour faire des constellations familiales, il faut aller au-delà en fait de cette conscience, aller dans une conscience qui est même supérieure, dans laquelle tout le monde se réunit. Ah oui. Par exemple, c'est ce que tu vas voir dans les dynamiques entre les bourreaux et les victimes. Parce que Berthellinger, il était allemand. Donc, allemand, tu vois, ils ont une sacrée histoire avec leur passé, avec le nazisme, etc. Et c'est un truc qui est particulier. Il s'est beaucoup intéressé en fait aux dynamiques entre les bourreaux et les victimes. Donc, quand toi tu fais en fait des constellations familiales, bah, tu vas voir en fait que les bourreaux et les victimes, si tu les laisses, par exemple, tu prends des bourreaux et tu prends des victimes, tu dis bah ces personnes-là, je sais pas, un certain nombre de personnes qui vont représenter les bourreaux et d'autres les victimes, parce que par exemple la personne elle te dit ben voilà, mon grand-père il est mort à la guerre, il a vécu dans un camp de concentration, etc. Et ben il va y avoir en fait une dynamique particulière, mais souvent il va y avoir une sorte de mouvement en fait de résolution qui va se passer. Ok, est-ce que les bourreaux ils peuvent être genre des gens extérieurs à la famille ou les constellations familiales c'est que familial? Alors les constellations familiales à la base c'est que familial. Et donc, Hellinger, il avait défini certaines personnes qui étaient actives en fait dans le champ systémique. Tu vois, il y avait les enfants, s'il y avait des personnes qui étaient, par exemple, s'il y avait eu des enfants morts, des frères morts, ou si ta mère, par exemple, elle avait avorté, il y avait les parents, les grands-parents, il pouvait y avoir des tantes ou des oncles, et les arrière-grands-parents. Mais il disait toujours, en fait, j'agis et je travaille avec ce qui est proche, en sachant qu'il faut voir là où l'énergie va. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des cas où un cas, par exemple, d'abandon, ça va être plus lourd pour le système familial que si toi, tu te dis, ouais, ben voilà, moi, tu dis à la personne, moi, j'ai mal vécu, par exemple, parce que j'ai été hospitalisé quand j'avais tu vois, 10 ans. Oui, ça peut être quelque chose qui est gênant, qui est problématique, tu peux travailler dessus, mais peut-être que dans l'énergie, si tu fais la constellation, tu vas te rendre compte que l'énergie va quand même plus, en fait, vers le transgénérationnel. Donc ça, c'est au départ, c'est les constellations familiales. Et les constellations familiales, ça s'est décliné. Ça s'est décliné en constellation d'organisation, en constellation d'entreprise, ça s'est décliné il y a plein d'autres types de constellations. Et moi, je fais des constellations karmiques. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Et d'ailleurs, il y a des gens qui s'imaginent en fait que les constellations sont uniquement transgénérationnelles, mais à l'époque, et là je te parle de ça, moi quand à l'époque où je m'étais formé avec Marie-Sophie Hellinger, c'était en 2003. Je ne faisais pas de constellation à l'époque, si tu veux. Je ne pensais pas que j'allais en faire, mais bon, bref, je m'étais formé. Et là, déjà en 2003, ça arrivait que parfois, elle disait, ça c'est une constellation de vie passée, c'est une constellation de vie antérieure. D'ailleurs, Marie-Sophie Hellinger, elle a continué à développer sa pratique avec Berthellinger, qu'elle a appelée Cosmic Power, où c'était plein de choses. Et donc, en fait, dans les constellations familiales, tu peux mettre ce que tu veux, et j'allais dire que plus ça va,
plus tu peux mettre de choses. Par exemple, moi, j'ai introduit le voyage chamanique à l'intérieur des constellations familiales, chose qui normalement en fait se fait pas dans les constellations familiales au départ. D'ailleurs, moi, personne m'a montré comment il fallait le faire. Mais par contre, tu vois, j'ai compris comment ça fonctionnait. Alors, j'ai hâte qu'on en parle. J'ai une question avant ça, Franck. Quelqu'un qui a été abandonné sous X ou quelqu'un qui a été adopté, la constellation familiale, elle prend la famille adoptive, elle prend les deux familles, elle arrive à sentir les énergies de la famille biologique, même si la personne ne connaît rien sur elle. Alors, de toute façon, tu vas sentir. Même si toi, tu n'as pas connu ta famille, de toute façon, en te connectant au champ d'information, tu vas avoir des informations. Par contre, dans les constellations familiales, Bertinger, ce qu'il a défini, c'est que le père, c'est le père biologique, la mère, c'est la mère biologique. Après, si tu as été adopté, c'est encore une autre dynamique. Mais là, voilà, je t'ai expliqué cette dynamique, par exemple, des abandons. Tu vois, Bertinger, il disait qu'il fallait que l'enfant il arrive à une sorte de renoncement. Ce que disait, en fait, un enfant, par exemple, qui a été abandonné. Alors, sous X, c'est peut-être encore différent parce qu'il n'a jamais connu son père, tu vois. Ben, c'est ça, tu vois, il n'a pas les noms, quoi. Il a juste ses parents qui sont tombés, ses parents, ils sont adoptifs. Mais pour autant, il est connecté en fait au champ d'information de sa lignée. Mais ouais, donc là, ça sera les biologiques, ça et sera plus pas son père. Et plus qu'au champ d'information, en fait, que de ça. Que, par exemple, s'il y a eu un père adoptif, en fait. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il va pas, tu vois, il peut pas être connecté à une problématique aussi. Ça peut arriver. Et si lui dit, moi, je suis abandonné sous X, et tout de suite, il te dit, ça, mon père, il s'appelle Hector. Et là, il dit, c'est le père biologique. Non, non, c'est mon père adoptif qui m'a adopté à mes 3 mois. Tu vois, il va pas te citer le père biologique, il va te citer sa famille, quoi. Oui, oui, mais moi, je te parle d'un point de vue énergétique et systémique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va agir, en fait, le plus? Berthellinger, ce que lui, il a agi, c'est que c'est la famille, en fait, biologique qui va agir, en fait, dans l'énergie, en fait, de la personne, y compris, j'allais dire, même dans son ADN. Parce que tu sais, maintenant qu'ils ont fait beaucoup d'études, etc., avec les constellations qui ont été étudiées sur le transgénérationnel, ils se sont rendus compte que, oui, il y a un impact, en fait, sur l'expression des gènes, quoi, et de l'ADN. Tu as des enfants qui peuvent, des parents qui ont connu la famine, et les enfants, même dans le ventre de leur mère, en fait, ils vont récupérer en fait cette mémoire-là, si tu veux, c'est l'épigénétique. Carrément. Donc, ce qui ne veut pas dire, en fait, que dans ce cas de la personne qui est née sous X, ça ne veut pas dire en fait que la personne, il va falloir que tu la réintègres dans le système, parce que comme je te le disais tout à l'heure, la personne, elle a quand même abandonné. Donc là, en général, tu vas faire un premier mouvement. Voilà. Peut-être qu'il va falloir que tu mettes le père biologique et que tu confrontes dans la constellation familiale l'enfant avec son père biologique, mais de toute façon, à un moment donné, il va se retirer. Et même si tu ne le fais pas, il va se retirer. Et là, à ce moment-là, il peut y avoir peut-être le père adoptif qui va arriver. Et d'ailleurs, les mouvements, c'est souvent cela que tu vois, en fait. C'est-à-dire, c'est quand tu fais le mouvement de l'enfant vers son père, par exemple, biologique, tu refais faire ce mouvement-là, et après, jusqu'à une forme de renoncement, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et puis là, à ce moment-là, en fait, tu enlèves le père biologique et tu mets le père adoptif, et là, à ce moment-là, il peut se passer quelque chose. C'est-à-dire que l'enfant, il peut prendre le bon de ce que lui apportait, en fait, cette personne-là. Tu vois, mais par contre, peut-être que si tu n'avais pas fait ce mouvement-là, il aurait pu se passer d'autres choses. Mais peut-être qu'il y aura un mouvement d'amour qui serait bloqué à l'intérieur de la personne. Parce que n'oublie pas une chose, ça je ne l'ai pas dit, mais je le dis, c'est que les constellations familiales ou le transgénérationnel, le but, c'est de rétablir l'ordre et l'amour dans la famille. D'accord. Parce que l'idée maîtresse, c'est que l'ordre précède l'amour. Alors ça, c'est l'ordre précède l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand le système il est en ordre, l'amour se remet à circuler. Tu vois, tu le vois de manière visible dans une constellation familiale. Parce qu'il y a des principes en fait dans les constellations familiales. Il y a ceux que je t'ai cités tout à l'heure, les deux formes de conscience, la conscience individuelle, la conscience collective. Il y a les principes d'ordre hiérarchique. L'ordre hiérarchique, c'est quoi par exemple? C'est quand tu as tes grands-parents, tu as tes parents et tu as toi. Tu vois, il est né un peu comme ça. Ouais, je vois bien. Et si toi, sous l'effet de la conscience en fait collective, tu cherches à te mettre au niveau, voire au-dessus en fait de ton grand-père, par amour, parce qu'en fait c'est un amour maladroit, et ça veut dire que tu vois, tu cherches à rappeler à la conscience collective la présence de cette personne peut-être qui a été exclue. Peut-être que c'est un grand-père qui est parti à la guerre et personne n'a fait le deuil, il est comme donc exclu de l'inconscient collectif du système.
il va y avoir un déséquilibre. Donc, il y a un ordre hiérarchique. Il faut respecter cet ordre hiérarchique. Comment il s'en est aperçu? Il s'en est aperçu une fois de plus, parfois, en faisant le placement. Parce qu'il y a des choses qui fonctionnaient mieux. Je te donne un exemple. Si tout, entre guillemets, quand tu finis une constellation, ça c'était à la base, mais ça marche toujours. Si tu mets le père ici, si tu mets la mère ici, premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, si tu mets l'énergie comme ça, quand tu positionnes en fait les personnes comme ça, quand tu as fini la constellation familiale, ça marche mieux que si tu faisais l'inverse, c'est-à-dire le père là, la mère là, premier enfant, deuxième enfant. Tu vois, c'est l'énergie, elle circule. Alors là c'est inversé, mais elle circule de mon côté et sur la gauche en fait. D'accord. C'est assez curieux, mais tu vois, tu as des choses qui sont comme ça, tu dis tiens, et tu peux faire le test, hein. Tu finis ta constellation, si tout était en ordre et tu mets les gens, tu les remets dans le bazar, les gens ils vont dire je suis pas bien là, tu vois, ça va pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis, tu peux pas te tromper en fait d'une certaine manière, on peut dire, tu vois. Là, c'est la place en fait, hein, c'est ça? C'est la place. C'est vraiment le placement. Sauf que, si tu veux, tu as plein de configurations en fait qui sont possibles. Donc l'art des constellations au départ, c'était de trouver le placement. Voilà. Après, tout à l'heure, on a parlé, on a parlé du fait que les constellations, est-ce que ça agit uniquement sur le transgénérationnel ou ça agit sur autre chose? De mon point de vue, ça agit sur plein d'autres choses. Ça va agir sur le karmique. C'est là où, effectivement, des pratiques comme l'énergétique, comme le chamanisme, le chamanisme, c'est un bien grand mot pour dire état modifié de conscience. Hein. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, on met ce mot-là, en fait, à toutes les sauces. Je veux dire, si tu es capable de te connecter à des énergies, tu vois, supérieures ou inférieures, tu vas, tu vas te connecter en fait à des ressources. Le chamanisme, c'est une pratique qui est très ancienne en fait. C'est une pratique qui trouve en fait son origine probablement vers les plateaux de Mongolie et qui a visiblement en fait essaimé partout à travers le monde. Donc t'as pas un chamanisme, mais tu as des chamanismes. Et le mot chaman, c'est un mot qui vient d'une racine en fait tungouse, c'est celui qui sait ou celui qui voit visiblement. Donc le chaman au départ, il a une fonction d'intercesseur en fait entre le monde des vivants et le monde des morts. Mais ça, au départ, c'est le chaman. Il va se connecter à différents types de réalités qu'au départ on appelle les mondes non ordinaires, qui sont les réalités du monde d'en bas, du monde d'en haut, et du monde du milieu. Et il y a, si tu veux, des présences, des esprits, si tu veux, dans chacun en fait de ces plans-là. Et donc, ça, le chaman, c'est quelqu'un qui, si tu veux, il est habitué à ça. Après, à l'âme des défunts, tu vas travailler avec l'âme des défunts, tu vas travailler avec les esprits du monde du milieu, par exemple. Il y a plein d'esprits différents. Bon, on pourrait considérer aussi que les esprits, c'est des formes, en fait, des champs vibratoires. Moi, je dis que c'est aussi comme des champs vibratoires d'information. Alors, le chamanisme, tu te dis, bon, il y a le monde d'en bas. Le monde d'en bas, c'est pas l'enfer. Hein. C'est un monde qui est même plutôt lumineux, qui correspond aux animaux totémiques, qui vont correspondre aussi où tu vas avoir aussi des présences, c'est-à-dire que tu peux voir des anciennes tribus chamaniques, tu peux voir, en fait, plein d'esprits, si tu veux. Tu peux voir aussi l'essence même de certaines végétaux, de certains minéraux, mais pas ceux qui sont dans cette réalité-là. C'est un peu comme si tu te connectais à l'essence même en fait de la plante. Tu vois un chêne, c'est comme si tu te connectais à l'essence même de la chaîne, des chênes, si tu veux, avoir des informations qui sont globales. Alors que dans le monde du milieu, tu as d'autres types d'esprits. Tu as le monde d'en haut, tu vas trouver globalement des morts qui sont évolués, tu vas trouver des formes d'enseignants, des formes de guides, tu peux trouver aussi même des esprits, parfois même anthropomorphiques, tu vas trouver des esprits spécifiques dans lesquels tu travailles dans le chamanisme, qui vont être par exemple ce que j'appelle la première mère ou l'esprit du maître du karma, bref, des esprits qui sont spécialistes, tu vois, dans certains domaines. Et puis tu as le monde du milieu qui est l'inverse de notre réalité là, en fait. C'est-à-dire le fait que tu vas trouver dans ce monde du milieu. Ce que je te dis, c'est que tous les gens qui font de la pratique chamanique connaissent. Il n'y a rien de. Tous les gens qui font de la pratique chamanique, ils savent ça. Et ils savent encore des choses différentes parce que en fait, c'est tes voyages chamaniques qui vont te permettre de topographier et de cartographier, si tu veux, les espaces, les mondes dans lesquels tu vas aller en fait, en état de conscience modifié, soit en état de transe plus légère, soit en état de transe plus profond. Plein de manières en fait de faire.
Donc, et dans le monde du milieu, tu as les esprits qui sont, tu peux trouver des esprits ethnocentriques, tu peux trouver des esprits qui sont des défunts, qui sont pas montés, comme des fantômes, si tu veux. Tu peux trouver des esprits de la nature. Tu vas trouver des esprits aussi des vivants, donc d'une plante dans ton jardin. Donc, tu vois, pour communiquer, en fait, tu vois, avec ces esprits-là, ces essences. Parce que, tu vois, en Amérique du Sud, ils ne parlent pas d'esprit, ils parlent d'essence. Et donc, il y a plusieurs types de chamanisme, parce qu'effectivement, il y a des chamanismes qui vont utiliser des rituels qui sont collectifs, qui vont utiliser, tu vois, même des plantes. En Amérique du Sud, par exemple. Moi, ce dont je te parle dans le chamanisme, que je connais, c'est pas ça. C'est tu utilises le son du tambour. C'est le son du tambour qui t'aide à rentrer en état modifié de conscience. Alors moi, je dis toujours, c'est mieux de pratiquer comme ça. Parce que tu as par toi-même, tu n'es pas dépendant de quelque chose. Tu vois. Alors, si on se replace, Franck, tu vois, il y a la personne, il y a les représentants, les autres gens du groupe. Et quand est-ce que le chamanisme, il arrive là, le tambour et tout ça? Il peut arriver de plein de manières différentes. Moi, dans la manière dont ça se passe pour moi, c'est qu'en général, je peux commencer à faire une constellation qui est classique, et puis après, je prends le tambour, et là, je fais un voyage chamanique, où quand il y a Marilyn, on va le faire à deux, et on va aller se connecter à nos propres esprits, en fait, qui vont nous aider à voir, en fait, la problématique, et ils vont nous apporter des informations supplémentaires, voire où ils vont nous aider, en fait, à des résolutions que normalement, en fait, on ne ferait pas, en fait, dans les constellations familiales classiques. Je te donne un exemple. Dans le chamanisme, tu as une pratique qu'on appelle le recouvrement d'âme. Ah oui, ça je connais bien. Ok, donc ça, j'explique ce que c'est. C'est un truc, quand tu as vécu un choc, tu as vécu un traumatisme, tu peux être comme dissocié, en fait, d'une partie de toi. On dit qu'en fait, tu as fait ce qu'on appelle une perte d'âme dans le chamanisme. C'est comme si, en fait, il y a une partie de toi qui était figée. Tu n'étais plus en contact avec cette partie-là dans ton corps énergétique. Donc, tu vas être obligé, en fait, de faire ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. Soit toi, soit tu travailles avec une personne qui peut le faire. C'est un peu la spécialité, effectivement, des chamans ou des praticiens chamaniques, mais maintenant, il y a d'autres techniques, en fait, qui permettent aussi ça. Donc, dans le chamanisme, en tout cas, tu fais comment? Tu vas, en fait, dans les mondes non ordinaires, tu vas voir, en fait, où est cette perte d'âme, c'est-à-dire que tu vas faire ce voyage, en fait, en état de transe, qui est un état modifié de conscience. Des états de transe sont des états modifiés de conscience. Tu vas aller chercher, en fait, la partie d'âme de la personne, dialoguer avec cette partie-là, et tu vas, après avoir fait un travail, en général de purification, tu la ramènes, en fait, dans le corps énergétique de la personne. Tu peux compléter ça avec certaines choses. C'est-à-dire que peut-être qu'avant ça, il y a eu besoin d'une extraction. L'extraction, c'est quoi? C'est quand il y a quelque chose qui est rentré dans le corps de la personne ou dans le corps énergétique de la personne. Parce que les pathologies, dans les cultures chamaniques, en fait, elles ont des causes qui sont avant tout spirituelles. Okay. Donc, tu vas traiter, en fait, cet aspect-là. Ce qui fait que ça, dans leur vision du chamanisme, c'est qu'en traitant, en fait, cette partie-là, tu vas aider, finalement, à la résolution de la problématique. C'est-à-dire que ton corps, en fait, ça va l'aider, en fait, à guérir plus rapidement. C'est comme ça qu'en fait, dans le chamanisme traditionnel, en fait, les gens, ils travaillaient. Donc, le recouvrement d'âme, ça, c'est une pratique qui est chamanique. Bon, moi, c'est un truc que je fais dans les constellations familiales, en fait. Tu vois, et en plus, j'ajoute des représentants, c'est-à-dire que tu fais le voyage chamanique, tu vas discuter avec la partie d'âme, tu la fais revenir, et puis ensuite, tu peux prendre aussi une personne, par exemple, qui représente, tu lui dis, tiens, ça c'est une partie d'âme de toi, elle est là, par exemple, tu lui dis, c'est une partie d'âme, et hop, tu vas sentir qu'en fait, là, la personne qui représente la partie d'âme, si tu lui dis, comment tu te sens, elle va dire, non, je me sens mieux. Par exemple, tu lui dis, est-ce que tu as envie de te rapprocher d'elle? Tu peux lui faire dire une phrase, c'est-à-dire que, par exemple, à elle, là, qui est la personne qui a perdu une perte d'âme, tu peux faire la même chose que ce que tu fais dans ce dialogue, en fait, quand tu es dans les mondes non ordinaires. C'est-à-dire que tu lui dis, par exemple, tu lui expliques, en fait, que voilà, elle a vécu un choc, elle est partie, mais que maintenant, tu es disposé, en fait, à l'aider, tu as besoin d'elle pour qu'elle revienne. Enfin, tu vois, c'est ce genre de truc pour rassurer la partie d'âme. Et je t'assure que ça marche. Et les personnes, en fait, quand elle est là, la partie d'âme, la personne qui représente la partie d'âme, elle va sentir, en fait, une transformation en elle. Elles sent que tout d'un coup, oui, peut-être que là, tu vois, elle voulait s'éloigner, elle avait eu peur parce qu'elle a eu un choc, par exemple un accident. Puis tout d'un coup, quand tu as fait ce travail-là,
elle va sentir qu'elle peut se rapprocher, qu'elle peut se prendre dans les bras, en fait. Il y a un travail de guérison, en fait, qui est très beau, qui se fait, tu vois. Et donc ça, par exemple, voilà, c'est le genre de truc que tu peux faire. De la même manière, tu peux faire dans les constellations chamaniques, tu peux faire un travail psychopompe. Normalement, tu le fais dans un voyage chamanique. Psychopompe, c'est quoi? C'est que, en fait, les morts, ils sont pas forcément en fait en paix. Ils peuvent être dans des espaces intermédiaires dans lesquels ils vont végéter. Parfois même, la personne, elle n'est même pas au courant qu'elle est morte. Ça, c'est assez particulier aussi. D'ailleurs, quand tu apprends ces pratiques-là, en fait, de passage d'âme, en fait, c'est que toi, dans ta modifié de conscience, quand tu parles, en fait, à cette âme, à ce défunt, bah, tu t'expliques, en fait, à la personne qu'elle est morte. Ouais. Ça paraît très bizarre, hein, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple, pour que les gens comprennent, tu peux te retrouver dans cet état de mort, exactement comme quand tu es dans un état de rêve. D'accord. Et dans ton état de rêve, tu vois, tu te rends pas compte que tu es en train de rêver, mais il se passe des choses. Eh ben, tu peux être dans la mort, entre guillemets, comme ça. C'est-à-dire, c'est comme s'il est mort, en fait, il est comme, entre guillemets, encore inconscient. Enfin, ça paraît bizarre, mais c'est la première chose qu'on t'apprend quand tu fais du travail psychopompe, d'expliquer, en fait, au mort qu'il est mort. Et je t'assure que ça change tout. Ça change tout dans ce dialogue, en fait, que tu vas avoir, en fait, avec la personne. Et donc là, tu ramènes, en fait, par exemple, tu fais ce travail tu peux prendre, par exemple, une personne qui va représenter le mort, tu peux prendre dans la constellation chamanique une personne qui représente la mort, tu peux prendre une personne qui représente l'au-delà, et tu leur dis à chaque fois, bah, tiens, comment tu te sens? Et toi, tu fais le voyage chamanique en même temps, et les représentants, ça va comme aider, en fait, la résolution, en fait, de cette problématique qui est en train de se passer. Tu vois? Les mécanismes, en fait, qui se passent comme ça. Mais en fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Tu peux avoir aussi des choses qui vont arriver qui sont de l'ordre du karmique. Par exemple, tout à l'heure, je te parlais du recouvrement d'âme, et ça peut être un recouvrement d'âme qui est dans une vie passée, en fait, aussi. Voilà, pour les gens qui travaillent sur les personnes qui se sont formées aux thérapies de vie antérieure, etc. Ouais. Tu peux voir, par exemple, avec la méthode, par exemple, Dolores Cannon, celle qui a créé l'hypnose régressive quantique, elle a beaucoup travaillé sur des choses comme ça, bah, tu vas voir qu'il y a des dynamiques, en fait, qui reviennent. D'ailleurs, Dolores Cannon, elle utilise des choses qui sont semblables, hein, finalement, avec ses états de transe profonde, etc. Elle va très loin. Hein. Et tu vas retrouver des similitudes. Donc, tu peux faire ça dans des constellations familiales chamaniques, un travail psychopompe, de recouvrement d'âme. Tu peux faire un travail, en fait, comme un travail, en fait, de rituel avec les éléments. Par exemple, tu peux placer les éléments qui sont que tu vas faire, par exemple, quand tu fais la roue médecine, ou quand tu fais, par exemple, un travail avec les éléments et les directions. Par exemple, tu as une pratique chamanique où tu vas faire un appel aux directions, et tu vas travailler, en fait, tu vas faire un petit travail où les gens en fait se connectent, en fait, à chaque direction. Ils vont ressentir, en fait, l'énergie et la force de chaque élément de chaque direction. J'assure que quand tu ressens de la force et de l'ancrage. Ça, c'est un truc que tu peux introduire dans la constellation familiale chamanique. Donc, tu vois, c'est pour t'expliquer que juste du point de vue chamanique, tu as plein de choses. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête, parce que c'est infini. Moi, par exemple, tu vois, je vais utiliser de l'énergétique, je vais utiliser des coupures de liens, je vais utiliser, par exemple, ce qu'on appelle les bibliothèques de vie ou les annales akashiques, tous les gens qui travaillent. Donc, par exemple, quelqu'un qui meurt, toi, tu vas le faire passer comme un passeur d'âme, tu vas le faire quelqu'un qui ne sait pas qu'il est mort, tu vas lui dire, bah maintenant, tu peux rejoindre la lumière, lui expliquer qu'il est mort. Tu vas faire ça dans la constellation? En fait, il y a plein dans le chamanisme, ce qu'on t'apprend, c'est que tu travailles avec un esprit qui est psychopompe. C'est lui qui va t'aider, en fait, à explorer ces territoires après la vie. C'est ça qu'on t'apprend à faire, en fait. Okay. Donc, tu vas avoir un esprit, en fait, qui va t'accompagner. Donc, quand toi, tu vas travailler avec l'âme des défunts, bah oui, c'est ça que tu fais. Tu entames, en fait, un dialogue en état de transe avec et parfois, il y en a, ils sont dans des endroits qui sont pas très, très cool. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui a eu un accident, quelqu'un qui s'est suicidé, bah, tu vas le trouver dans un espace intermédiaire où il est même plombé. Il peut être même plombé. Ça paraît bizarre. Les gens qui connaissent pas ça, ça leur paraît bizarre, mais renseignez-vous dessus et vous allez voir que c'est pas moi qui l'invente. C'est comme ça. Tu avais dit tout à l'heure, Franck, tu avais dit qu'il pouvait y avoir des présences gênantes dans la constellation, des trucs vraiment un peu maléfiques ou... Alors, tu peux avoir des formes de pensée, tu peux avoir des égrégores collectifs. Formes de pensée, c'est comme, si tu veux, des choses qui sont... tu peux avoir plein de choses, en fait, qui apparaissent. Mais parfois, c'est des croyances, c'est pas forcément des présences. Dans la constellation, tu vois pas forcément ça, mais tu peux avoir comme... Après, c'est des choses qui peuvent s'être manifestées de telle manière, c'est-à-dire que c'est comme du sombre, si tu veux. Par exemple, dans une énergie de guerre, tu peux avoir l'impression, en fait, que l'énergie, elle est diabolique, tu vois.
Et alors, en fait, en réalité, c'est juste de la colère, c'est juste tu vois, de l'agressivité, de la violence qui, c'est comme, si tu veux, qui a créé une forme de pensée collective, on appelle ça un égrégore, et qui va se manifester, tu as l'impression que c'est quelque chose de diabolique. Alors, par exemple, non, c'est juste quelque chose qui est, tu vois, qui a pris en fait une sorte de forme. Ça, il faut que les gens ils s'intéressent au fond de pensée, aux égrégores, en fait, pour comprendre ces trucs-là. Les fonds de pensée, c'est des choses que tout le monde a. En gros, on a comme notre corps, et puis on a un corps énergétique. Ceux qui font des géants énergétiques connaissent ça. Donc, nos corps énergétiques, il y a plusieurs corps, on appelle ça l'aura, donc il y a plusieurs corps subtils. Moi, par exemple, je travaille aussi sur les corps subtils et sur les centres énergétiques dans les constellations familiales. Et je t'assure que ça fait vraiment du bien, exactement comme une personne qui va faire du magnétisme, en fait, si tu veux. Parce que faut travailler de manière multidimensionnelle et de manière sur multiples. En tout cas, moi, c'est ce que je constate. Après, je ne le raisonne pas, si tu veux, les trucs. C'est qu'au moment où je fais le truc, soit j'entends dans ma tête, soit je sens qu'il faut faire ça ou ça, et je vais faire en fonction de ce que j'ai dans ma boîte outils, en fait. Parfois, c'est juste d'attendre, si tu veux. Et donc, tu vois, ces formes pensées, ces égrégores, ben, si tout le monde, tu vois, pense la même chose, je sais pas, même dans une pièce, si tout le monde se met à penser la même chose très très fort, ben, ça va créer en fait une forme de pensée qui va être collective, qu'on a appelé en fait un égrégore. Et donc, tu as des égrégores qui sont collectifs. Surtout les religions, les guerres, les croyances, etc. Voilà, c'est des choses qui sont assez problématiques. Les présences, et souvent, c'est ça qui se passe avec ce qu'on pourrait considérer être le sombre. C'est pas forcément des trucs que tu t'imaginerais ou tu pourrais penser en disant, voilà, c'est maléfique. Tout ce qui est sombre, ça vient quand il y a dans la faiblesse, en fait, d'une personne. Le sombre s'introduit dans nos faiblesses, en fait. D'accord. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de sombre, en fait. C'est ça qu'on pourrait dire. D'où, si tu veux, ce que je te dis, l'importance du travail, tu vois, de purification, en fait, intérieure. Mais en fait, tu le fais, là, tu te dis, bon, par les constellations familiales, ok, du chamanisme, ok, de l'énergétique, ok, ou n'importe quel autre type de thérapie, même la thérapie la plus géniale, en fait, qui soit. Il y a des trucs peut-être qui vont sortir, qui vont être encore plus géniales, etc. Et sûrement, d'ailleurs. Mais en fait, une personne qui se sent, tu vois, bien avec elle-même, qui a pas comment dire, qui garde pas de rancune, qui à un moment donné est à l'écoute, tu vois, à l'écoute de ses pensées, à l'écoute de ce qui se passe, de ses sensations, qui est vraiment pleinement dans son cœur. C'est comme si elle vibrait plus haut, on pourrait dire, en fait. Voilà, je ne vais pas trop forcément dire ça, mais si on devait donner une image, c'est comme si ton taux vibratoire, il se met à monter, en fait, on pourrait dire ça comme ça. Donc, c'est très beau, en fait, en réalité. Et donc du coup, tu n'as pas forcément besoin, tu vois, de faire tu vois, les pratiques donc, comme celles dont on parle. Ça sert, oui, quand il y a des problématiques, quand il y a... Moi, je m'y intéresse parce que je trouve ça passionnant et je peux considérer que j'étais une sorte d'explorateur de la conscience. Je me vois et je pense que tout le monde devrait l'être, en fait. La conscience au sens, tu vois, au sens large, que ce soit là ou, tu vois, même de plein de manières différentes. Carrément, merci. Alors, on va parler un petit peu de l'atelier. Franck, tu nous proposes un atelier qui va être en direct le 12 mars à 19h et ensuite les gens pourront se le procurer à tout moment. Il sera en replay, vous pourrez l'écouter. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce qu'on va vivre dans cet atelier? Alors, moi, j'aimerais vous faire découvrir plein de choses différentes. D'ailleurs, d'abord des petites pratiques énergétiques qui payent pas de mine, dans le sens où on a l'impression que c'est quand même assez simple, mais qui sont extrêmement profitables dans notre en fait hygiène en fait quotidienne ou hebdomadaire. Voilà. Un peu comme quelqu'un, si tu veux, qui ferait du qigong ou qui ferait du tai chi, ben, il y a plein de pratiques en fait énergétiques qu'on peut faire. Agir sur ses sens subtils, sur ses corps énergétiques, connaître des techniques d'ancrage, connaître voilà, des choses qui vont être en rapport avec des coupures de lien. Faire des petites choses aussi que je fais faire aussi dans les groupes aussi, parce qu'on ne fait pas que des constellations. Parfois, tu peux faire aussi comme des sortes de méditation en fait, guidée, où tu fais un travail de pacification aussi avec les ancêtres. Et puis aussi découvrir un petit peu justement ce tambour aussi chamanique avec ce qu'on appelle notamment l'animal totem. Okay. Voilà, c'est ces choses-là qu'on pourrait aller voir. En fait, en réalité, ça fait beaucoup de choses.
Donc, on va rentrer en transe alors. Si tu fais du tambour, c'est possible qu'on rentre Comment? en transe, rapidement alors. Eh ben, ça va dépendre des personnes. Euh, Ouais, mais moi, je une rentre fois de plus. facilement. Mais l'avantage, c'est que tu peux le refaire, tu peux te D'accord. réentraîner. Maintenant, il faut pas être plus royaliste que le roi, tu vois. Si tu vas faire, un, tu vois, un sport que tu connais pas, il va peut-être falloir un certain temps. Mais en tout cas, il y a des choses en général, on en arrive facilement. Effectivement, regarder. Bon, après, moi, je trouve que les gens arrivent quand même globalement assez facilement à découvrir leur animal de thème, en tout cas de ressentir la vibration du tambour, l'apaisement et les Mhm. changements dynamiques. Ça, c'est des choses qui sont, voilà, qui ont un effet d'apaisement en fait relativement immédiat. Ok, super. Donc, c'est le Voilà. 12 mars à 19h. On vous invite à venir. Je vous ai mis le lien pour vous procurer l'atelier dans le chat et sous la vidéo. Ça va être génial. J'ai hâte. Et donc, Franck, je mets aussi ton site internet et ta page Facebook dans le chat pour les personnes qui aimeraient te rencontrer, te contacter. Et on va prendre encore quelques petites questions. Est-ce qu'il y a des contre-indications, par exemple pour les constellations familiales chamaniques, quelqu'un qui aurait une maladie psychiatrique, si elle décompense, si tu Oui, lui fais se il y a des dissocier, comment ça se contre-indications. passe? Euh, tu peux pas en faire si tu prends des médicaments style anxiolytiques, antidépresseurs, antipsychotiques, des choses comme ça. Si tu Ah, as ça, des tu maladies, non, si tu as des maladies aussi effectivement psychiatriques, c'est pas conseillé non plus. Ça te demande d'avoir une certaine stabilité, une certaine aussi, capacité aussi à gérer aussi ce qui va se passer. Parce que c'est pas la peine d'amplifier ça. Alors ça amplifie pas forcément, hein, mais en tout cas il vaut mieux éviter. Voilà, en général, bah, ces personnes-là, elles suivent leur petit bonhomme de chemin, puis si un jour ça se représente dans leur vie et qu'elles sont plus ce genre de problématiques, elles peuvent participer. Mais bien suivre, évidemment, d'abord, c'est les indications médicales, de son médecin, etc. Ça, toutes ces pratiques-là ne sont pas substituées à, tu vois, une pratique médicale ni à l'avis d'un médecin. C'est quelque chose qui peut être complémentaire, mais il faut que ce soit, il y a des conditions. D'ailleurs, je vais te dire, même si tu vas faire les personnes qui vont aller prendre, qui vont faire des pratiques, je sais pas, en Amérique du Sud par exemple, ouais. elles vont pas y aller comme ça la peur en fusil. Hein. Il va falloir Ouais, ouais. qu'elles se préparent, qu'elles fassent des diètes, des jeûnes, des choses comme ça. Complètement. Ok. Ok, ok. Donc, l'idée, c'est qu'une personne fasse des constellations familiales chamaniques et ça va libérer toute sa famille. C'est ça? Dans le principe de la constellation familiale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une répercussion sur l'âme familiale. Mais l'idée, c'est que tu n'es pas là pour guérir la personne, tu es là pour faire évoluer la personne. Et c'est une nuance de taille. C'est-à-dire que, tu vois, ce que la personne, elle doit traverser, en fait, t'en sais rien. L'évolution de l'âme de la personne, t'en sais rien. Donc, Ouais. il faut bien être à l'écoute, en fait, de ça. Faut pas forcer, en fait, les choses. T'es pas là pour, tu vois, pour forcer, te dire tu vas sauver la personne. C'est pas ça qui est demandé. En tout cas, Martin Gard a toujours été clair là-dessus. Et moi, quelle que soit la pratique, c'est ça. Et de toute façon, bon, si tu as la chance de savoir faire des voyages chamaniques ou d'autres pratiques qui te permettent d'avoir ce dialogue avec l'invisible, ils vont te le dire. Les esprits vont te le dire. De toute façon, là, la personne, elle veut pas. Tu vois, son âme, elle n'est Mmh. pas d'accord. Donc, dans ces cas-là, tu forces pas. Tu ne forces jamais, en fait. Jamais. Et d'ailleurs, dans cette pratique-là, tu as des trucs où il faut toujours que tu sois en fait en accord avec l'âme des participants. Moi, quand j'entends que la personne elle est pas OK ou que l'âme c'est pas OK, ben, je dis on peut rien faire. Mmh. Et j'en démords pas parce que je n'ai pas le droit quoi. On n'est pas là pour manipuler, c'est pas de la magie, c'est non. Tu es là pour être vraiment au diapason d'une réalité supérieure et tu vois et de l'âme de la personne. Il y a des trucs effectivement pour apprendre à avoir ce dialogue aussi avec l'âme de la personne, c'est très beau. Finalement, on se rend compte qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on arrive à faire. Là aussi, ça paraît extraordinaire, mais non en fait. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là en fait qu'on peut tous apprendre et je pense que toutes ces choses-là on se développe parce qu'on va certainement tendre en fait vers cette forme d'ouverture de conscience collective où on se rappelle en fait bah, qu'on n'est pas la petite personne qu'on croit être, tu vois, mais on est quelque chose de Mmh. beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand, une sorte de conscience infinie finalement. Quoi.
OK. Est-ce que tu as l'impression que les enfants d'aujourd'hui, ils sont moins chargés, ils prennent moins de transgénérationnel que, notre génération à nous, par exemple? Alors, euh, en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a à la fois beaucoup de sombre et à la fois beaucoup de clair. On OK. va dire ça comme ça. Donc, il y a des enfants qui sont très connectés, qui voient beaucoup de choses. Tu vois, il y a des parents qui disent ouais, mais moi, mon enfant, il voit un truc, etc. Puis en fait, tu t'aperçois que l'enfant, il voit une grand-mère qui est morte, qui voit, enfin, voilà. Donc, les gens qui, tu vois, qui sont pas au fait de ça, ils ont l'impression que leur enfant va pas. Si, tu vois, ils allaient voir quelqu'un qui dirait mais non, en fait, simplement, voilà, on est peut-être dans une civilisation où on a cherché à se couper nos racines invisibles, mais elles existent. Parce que je veux dire, on peut pas être dans un truc, tu vois, en même temps où il y a des croyances qui sont religieuses depuis certains siècles, tu vois, on demande en fait aux gens de croire au paradis, mais il faudrait pas croire en fait au fait qu'il y a un défunt qui vient de voir. Ça colle pas, tu Mmh. vois. Si tu crois en fait à certaines dimensions, certains espaces, comme ce qu'on essaie de te dire dans certaines religions, ben, et tu vois, c'est complètement, enfin, c'est pas incohérent que tu vois, à un moment donné, tu puisses dialoguer avec cette, parce que dans le chamanisme, t'es pas du tout, tu fais, le but, c'est pas du tout religieux hein, comme approche, c'est une Mmh. approche qui est extrêmement pragmatique. C'est à toi d'aller voir. Tu vas parler avec tes propres esprits, avec tes guides, ces essences lumineuses, et c'est eux qui vont t'enseigner. Donc les enfants, tu as ceux-là, et puis tu en as d'autres qui captent beaucoup de choses plus rapidement encore, des égrégores collectifs qui sont lourds. Moi, c'est ce que je remarque, tu vois, par exemple. Mmh. Euh, donc, de mon point de vue, euh, ouais, on dirait qu'il y a une sorte de conscience en fait collective qui s'est, euh, comment dire, c'est comme si on avait monté en fait tu vois, un palier, et je constate que c'est de plus en plus, enfin, tu vois, rapide. C'est-à-dire qu'entre les gens qui te disaient, ah ben ouais, tiens, tu t'intéresses aux constellations familiales ou à la spiritualité ou à ce que tu veux, même il y a 10 ans en arrière, il y a beaucoup moins de gens que maintenant, en fait. Parce que là, maintenant, les gens, il y a plein de gens qui savent pas. Ils vont te parler de voyage astro, ils vont te parler tu vois, de multiplans, de multidimensionnalité. Et tout ça, il suffit de faire ses recherches. Ça existe depuis, en fait, déjà la nuit des temps. En plus, il y a plein de, tu vois, une forme de vulgarisation, mais même positive, tu vois, qui a pu apparaître, qui ouvre, en fait, les consciences. En fait, il faut juste aller faire ses recherches. Tu vois, et moi, je dis pas aux gens, faut pas croire ceci ou cela. D'ailleurs, même ces histoires avec les esprits, c'est pas parce que c'est un esprit que c'est positif. Non, Mmh, mmh mh. pas comme ça. Non, au contraire, tu travailles en fait avec les esprits que tu connais et dont tu es sûr. Et certainement pas avec ceux dont, tu vois, c'est pas parce que tu entre guillemets, c'est du chamanisme que c'est bien. Non, d'ailleurs, le chaman, à l'origine, c'est pas du tout un saint, c'est juste quelqu'un qui a appris à faire ce dialogue avec l'invisible, déjà d'une part. Et ensuite, non, tu as des esprits, là, on l'a pas développé là-dessus, mais dans des espaces qui sont pas du tout, ils sont pas clean, ça va pas, Mmh. quoi. Donc, Carrément. Et d'ailleurs, Franck, par rapport à ça, comment tu fais quand dans la constellation, il y a une personne manipulatrice et que comment ça se passe? Est-ce que tu arrives quand même à la faire? bah, en général, tu le vois ou tu vas l'entendre ou tu vas sentir qu'il y a un truc qui colle pas. Puis, comme je t'expliquais, c'est que les gens peuvent ressentir aussi une sorte de gêne dans la constellation. Ouais. C'est ça qui est assez miraculeux, c'est que les gens sentent en fait des choses. Et puis de toute Mmh. façon, comment dire, tu vois aussi la demande en fait par rapport que la demande que la personne va avoir. Tu vois, Marie-Sophie Ellinger, elle, quand elle nous formait, elle disait aux gens, par exemple, bon, bah voilà, les personnes étaient en cercle, elles disaient, bon, qu'est-ce qui veut faire sa constellation? Ok, toi, bon, tu viens, tu t'assois à côté de moi. Puis parfois, elle leur disait, est-ce que tu attends quelque chose de moi? Elle disait ça à la personne. Et la personne, ouais, bah oui, tu vois. Et en fait, et elle disait, bah va à ta place. Et c'est très drôle. Mais c'est un enseignement, ça voulait dire en fait, mais n'attendez pas d'une guérison d'une constellation ou de n'importe quelle autre. Tu vois, c'est un Ouais. peu comme dans les évangiles où Jésus disait, mais va, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que tu peux aider une personne, tu peux avoir l'impression que tu t'arraches pour la personne, mais si la personne ne veut pas guérir, elle va se remettre dans la situation, ça va aller pas bien, à la Mmh. limite, elle va te prouver que tu as tort, tu vois. Donc il y a un truc, c'est que et toi, voilà, avec l'expérience et un peu de ressenti et de discernement, parce que ça demande du discernement, tu vas te rendre compte de ça. C'est pour ça qu'il faut faire pas après pas, et qu'il ne faut pas chercher, mais que ce soit dans les constellations ou dans n'importe quel autre type d'approche, qu'elle soit systémique, holistique ou d'accompagnement, mais n'importe quoi. Il ne faut pas chercher, en fait, comment dire, à guérir.
Tu cherches en fait à évoluer, tu accompagnes. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, moi je ne sais pas en fait ce que toi tu dois traverser. Mais Donc, oui, tout à fait. Hellinger il disait ce truc, il disait c'est qu'en fait, il disait moi j'ouvre la porte à l'âme et je lui montre en fait une voie. Et après c'est à elle de passer. C'est une bonne image. Ben, moi je fais pareil dans le truc. Donc on n'est pas là pour, tu vois, pour parce que Carrément. justement, ce serait ça, ce serait l'inverse qui serait de la manipulation, en fait, tu vois. Et non, en fait, Bien sûr. c'est pour ça qu'il faut transformer sa vision. Et dans ce sens, les constellations ne sont pas une thérapie, une psychothérapie, tu vois. C'est plus un accompagnement, tu vois, de la conscience de la personne sur son chemin de vie. Et, moi, je préfère que, tu vois, une personne, elle m'accompagne sur ce que je dois traverser, ce que je dois comprendre. Et là, à un moment donné, il y a des choses qui peut-être vont s'apaiser. Mais peut-être qu'à un moment donné, tu dois traverser quelque chose et ce truc que tu vas traverser, bah, ça va être, tu vois, tu dois le traverser parce que tu dois en comprendre quelque chose, en fait. Il faut sortir Carrément. de la dualisme, en Par fait, des exemple, en thérapie des MOCA, on dit que la maladie, c'est la solution parfaite pour la personne pour qu'elle vive des choses dont elle a besoin. Mais en même temps, sa maladie, par exemple, elle ne l'aime pas. Est-ce que vous, dans les constellations, vous avez déjà vu des libérations de maladies? Ça peut arriver qu'il y ait des choses comme ça. D'accord. Mais là aussi, tu sais jamais, en fait. Et puis, ça peut être aussi un ensemble de choses. C'est-à-dire que la personne, elle vient là, puis en même temps, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, tu vois. Elle peut faire plein de choses, en fait, pour essayer par ses propres moyens. Mais il y a des choses qui, parfois, qui sont assez incroyables, qui peuvent se passer. Mmh, 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 mmh. Ouais, bah, de toute façon, la maladie, tu sais, c'est le mal a dit, quoi. Qu'est-ce que ça te dit? Tu vois, Bah c'est oui. comme, par exemple, des gens comme Bruce Lipton aux États-Unis. Là, je crois que lui, c'est ce médecin qui travaille beaucoup sur. Je crois qu'il a. Je me demande s'il n'a pas écrit un bouquin, si c'est la guérison par l'amour ou quelque chose comme ça. En fait, il parle aux cellules. Tu vois, il parle aux cellules et en fait, il se passe des trucs qui sont assez incroyables, quoi. Ben, là, c'est un peu pareil, en fait. Quand tu dis les phrases dont parle Bert Hellinger, qui sont des phrases de l'âme, c'est-à-dire des phrases que tu vas entendre, mais tu as des phrases qui sont positives, profitables, et dont on a d'autres qui sont contre-productives. On pourrait dire constructives et non constructives. Et ben là, il y a parfois des choses incroyables qui peuvent se passer, quoi. OK. Tout à l'heure, tu parlais de plein de livres de Bert Hellinger et tu disais qu'il y avait des schémas qui se répétaient, que dans ce cas-là, il y avait ça, qu'il avait observé. Quel livre tu conseillerais à nos auditeurs le mieux pour, le plus Ça va court? dépendre de la thématique. Après, moi, je Ouais, trouve que il y en a un qui s'appelle À la découverte des constellations familiales. Donc là, où il d'accord. résume beaucoup de choses. Euh, Et puis après, voilà, tu peux trouver des thématiques sur sur les relations de couple. Tu peux voilà, avoir des choses sur, par exemple, le travail, je sais pas s'il n'y a pas un bouquin qui s'appelle Les lois du succès ou quelque chose comme ça. Enfin, tu vois, il y en a OK. beaucoup qui sont en allemand. Il n'y en a pas finalement tant que ça qui sont traduits en français, mais suffisamment pour comprendre en fait les principes. Tu as aussi des bouquins en espagnol, en anglais, enfin, Mmh. toutes les langues en fait en réalité. Super, super. Mais Bah, il faut faire l'expérience. Génial. Ben, en tout cas, j'ai noté les 2 livres, «À la découverte des constellations familiales» et «Les lois du succès» de Bert Hellinger. Si vous avez envie de lire ça, ça peut être vraiment intéressant. Et Donc peut-être aussi ajouter ouais, un des bouquins fondateurs du néo-chamanisme en Occident, qui est celui de La voix du chaman de Michael Harner. Parce que d'accord. moi, j'ai beaucoup parlé de chamanisme, mais surtout de néo-chamanisme plus que de chamanisme traditionnel. Voilà, maintenant, après, pour moi, les choses se présentent comme ça. Mais en tout cas, là, il montre beaucoup, il explique beaucoup de choses sur comment, voilà, qu'est-ce que sont que les états de conscience modifiés. Donc, Michael Harner était un anthropologue et chaman qui a étudié beaucoup de cultures chamaniques dans le monde. Il en a tiré des éléments communs qu'il a appelé le core, C-O-R-E, chamanisme, core shamanism en anglais, et où il a en fait compacté tout un tas de pratiques en fait chamaniques autochtones pour les transmettre en fait à des occidentaux. Donc voilà, on peut OK. apprendre ces pratiques-là, ces pratiques qui sont très belles, profondes. Voilà. Super. Bah, en tout cas, merci. Ça a été passionnant, Franck, c'était génial. On va continuer Merci ce beau beaucoup. travail lors de l'atelier.
le 12 mars à 19h. On vous invite à vous inscrire. Vous avez le lien dans le chat et sous la vidéo. Et je veux bien, Franck, s'il te plaît, que tu nous fasses la chose la plus importante, un petit résumé de ce que tu veux qu'on retienne de cette soirée, le plus important pour les gens. Si vous avez envie d'expérimenter les constellations familiales, allez-y. Allez-y, choisissez une personne qui éventuellement vous parle. Restez toujours vous-même, suivez votre instinct, suivez votre intuition. Préférez les pratiques chamaniques en lien, si vous en faites en lien avec le tambour, c'est-à-dire ceux qui vont vous aider en fait à apprendre les états modifiés de conscience, à rentrer dans des états modifiés de conscience. Voilà, je trouve que c'est des choses qui me paraissent, c'est un peu des directions pour votre. Je ne sais pas si je résume trop, mais en tout cas. C'est le plus important que tu nous conseilles. Oui, je tiens je trouve que c'est toujours mieux d'apprendre à affiner sa guidance, en fait, quel que soit par soi-même, sans rien, quoi. Donc, là, on parlait du tambour, mais si c'était en énergétique, ce serait pareil. Complètement. Je te remercie beaucoup, Franck, et je te dis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à toi, et puis merci à tous tes auditeurs.